Bonjour à tous et bienvenue au Jeudi de l'expérience usagée, donc ce nouveau numéro qui est consacré aujourd'hui dans le cadre du mois d'innovation et programmation spéciale sur la thématique de l'intelligence artificielle, où on aura des regards croisés de Vincent Lapègue de l'INSEE, qui va nous parler du projet de robots conversationnels qui sont en train de mener. Et ensuite, on échangera aussi sur l'expérimentation d'intelligence artificielle générative qui est en cours d'expérimentation sur la plateforme Service Public Plus. Donc ces deux regards nous permettront d'avoir une vision globale sur la manière dont l'État s'approprie ces enjeux d'intelligence artificielle. Je vous remercie d'accueillir Vincent, je crois qu'il nous a rejoint, Bonjour. chef de Bonjour. projet au sein d'INSEE Contact. Bonjour Vincent. Je te laisse peut-être vous présenter. Oui, donc je suis chef de projet à INSEE Contact, donc qui est la division de l'INSEE qui répond aux questions des usagers par mail et par téléphone initialement et par chatbot depuis un an. Et donc j'ai intégré cette division justement pour mettre en place ces chatbots. Merci Vincent. Je vous laisse peut-être du coup présenter votre projet. Parfait, merci. Voilà, donc je vais vous présenter notre projet qui a démarré il y a un petit peu plus d'un an. Je commencerai par le contexte, pourquoi nous avons voulu lancer ces chatbots, comment on s'y est pris, et puis quelles sont les prochaines étapes que nous souhaiterions mener sur ce projet. Donc, le contexte, tout d'abord, c'est une forte hausse des questions qui nous ont été adressées ces dernières années. On était en hausse régulière depuis 10 ans, mais depuis 2020, vraiment, on assiste à une hausse assez importante et elle est tirée par les questions concernant le répertoire Sirène qui concentre maintenant 85% des questions qui nous sont posées par téléphone et 55% des questions par email. Donc on n'est plus dans des questions sur les statistiques qui devrait être le sujet numéro un de l'INSEE bien sûr, mais c'est sur le répertoire Sirène, vous connaissez peut-être le répertoire Sirène, c'est le fait d'attribuer à chaque entreprise ou association ou organisme public un numéro SIREN qui est l'équivalent du numéro de sécurité sociale pour les particuliers. Mais ce numéro, oui c'est ça, numéro SIREN qui donc permet aux entreprises d'être correctement identifiées par les administrations et par les autres entreprises qui facilitent leur vie. Et en fait, ces questions sur le répertoire Sirène, elles augmentent pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il y a un dynamisme des créations d'entreprises depuis assez longtemps, depuis finalement la création du statut d'auto-entrepreneur. Il y a eu aussi depuis 2020 un transfert à INSEE Contact, donc la réponse de premier niveau, de demandes qui étaient précédemment adressées à des experts sirènes de l'INSEE. Bon, il s'est avéré que un certain nombre de ces demandes qui étaient envoyées aux experts sirènes pouvaient être traitées par le premier niveau, donc on a fait ce choix de transférer à notre structure ces demandes-là. Et puis il y a aussi l'ouverture du guichet unique pour les formalités des entreprises, donc qui existe depuis le 1er janvier 2022, mais qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour toutes les entreprises, pour les formalités de création, modification ou cessation d'entreprise. Donc, on assiste à une hausse des demandes qui nous sont adressées. En rythme annuel, on est à 250 000 questions sur la base de ce qu'on a connu au premier semestre 2023. Donc, c'est quand même important et on n'avait pas affaire à ce type de volume précédemment. Et donc, on avait jusqu'à 2022 deux canaux traditionnels de réponse par mail, en fait par formulaire sur différentes pages des sites web gérés par l'INSEE, des formulaires qui sont convertis en email, ou par téléphone. Et donc, nous avons depuis 2022 des chatbots qui complètent ce dispositif sur 3 thèmes différents. Premièrement, sur les enquêtes auprès des entreprises, puisque l'INSEE mène un certain nombre d'enquêtes auprès des entreprises, sur le recensement de la population, qui est une autre enquête, en quelque sorte, auprès des ménages cette fois-ci, et sur le répertoire Sirène, qui était évidemment notre but principal, mais on a fait ça
par étape pour gagner en expérience sur ces 2 premiers projets. Voilà. Et donc ces chatbots, vous vous en doutez, on va le voir slide suivante, ils ont été mis en place pour faire face à cette hausse des demandes, parce que on n'arrivait pas à faire face à ces volumes de questions. L'intérêt des chatbots, c'était d'avoir une réponse instantanée pour les usagers, d'être disponible en dehors de nos horaires d'ouverture, donc soir, matin et jour et nuit et en semaine comme le week-end. Et c'est aussi pour les conseillers d'orientation de l'INSEE aussi une amélioration des conditions de travail puisque on les décharge des questions à moindre valeur ajoutée qui sont très répétitives et qui peuvent largement être prises en charge par un robot. Donc voilà pour cette partie de contexte. On peut passer à la mise en œuvre. Donc comme je vous ai dit, hein, on a procédé par étapes du plus simple au plus complexe. On voulait d'abord gagner en expérience et ensuite arriver au 3e chatbot qui était celui qui aurait le plus d'impact sur le trafic. Donc on a commencé par la mise en production d'un premier chatbot sur le portail des enquêtes entreprises en août 2022. Donc sur ce portail, les entreprises se connectent pour répondre aux enquêtes pour lesquelles elles ont été échantillonnées. Donc la base de connaissances est assez limitée. On a 25 questions sur lesquelles le chatbot a été entraîné pour répondre. Et c'est relativement simple au sens où les usagers sont assez homogènes. Hein, ce sont les entreprises qui répondent aux enquêtes. Et les problèmes sont assez souvent les mêmes. C'est des questions d'aide à la navigation. Pour se connecter aux enquêtes, il faut un identifiant et un mot de passe. Donc c'est essentiellement ces questions-là. Il y a aussi des questions sur l'obligation de réponse, sur l'aide à la réponse à certaines questions qui peuvent être un peu compliquées, mais c'est relativement simple. Donc fort de cette expérience, on est parti sur une deuxième expérience un tout petit peu plus complexe avec le recensement de la population. Là, on a un autre public qui sont donc les 8 à 9 millions de résidents en France qui sont interrogés chaque année dans le cadre du recensement de la population. Et donc, on a sélectionné sur les 84 questions qu'on a de notre foire aux questions, les 30 principales questions qui portent sur l'aide à la navigation, comme dans le cas des enquêtes entreprises, mais il y a aussi des questions spécifiques en plus sur l'organisation de la collecte, qui est un petit peu particulière. Voilà, quel est le rôle des mairies, quel est le rôle des agents recenseurs qui sont embauchés par les mairies pour assurer la collecte. Donc la base de connaissances du chatbot est un petit peu plus étoffée, mais ça restait gérable. Et donc, grâce à ces expériences, on a pu entamer plus sereinement notre projet, notre cœur de projet qui était les pages internet relatives au répertoire Sirène. Donc on a mis notre chatbot, notre 3e chatbot sur ces pages-là qui parlent du répertoire Sirène pour aider les usagers qui voient sur le site de l'INSEE des informations pour répondre à leurs questions sur ce répertoire. C'est un enjeu important de trafic, comme je l'ai dit, et il y a une assez grande diversité des sujets abordés, puisque concernant ce répertoire Sirène, vous avez des questions sur la diffusion des données Sirène, une entreprise qui a un numéro Siren, qui est donc au répertoire Sirène. Eh bien, si vous allez sur sirène.fr, vous tapez son numéro Siren et vous aurez un certain nombre de données sur cette entreprise. Et les entreprises peuvent choisir une diffusion totale de leurs données ou une diffusion partielle, ce qui peut avoir des conséquences d'ailleurs sur leur visibilité sur sirène.fr notamment. Voilà, donc il y a un certain nombre de questions sur la diffusion publique, des questions sur le code APE, donc le code d'activité principale exercée. Est-ce que je peux avoir plusieurs activités principales exercées qui soient publiques au répertoire Sirène, par exemple? Comment changer de code APE lorsque j'ai changé d'activité principale, etc. Des questions sur les formalités administratives
auprès du guichet unique pour les formalités des entreprises, le lien entre l'INSEE, ce guichet unique, et d'autres organismes compétents pour les formalités administratives et d'autres sujets. Les usagers aussi sont un petit peu plus divers puisque vous avez des créateurs d'entreprises qui n'ont pas encore entamé de démarche administrative. Vous avez des entrepreneurs individuels, vous avez des entreprises au sens de sociétés ou éventuellement leurs mandataires, et vous avez aussi des associations qui ont besoin d'avoir un numéro SIREN, donc d'être immatriculées au répertoire Sirène, par exemple, lorsqu'elles veulent recevoir des subventions. Donc, il y a une plus grande complexité par rapport aux deux premiers, ce qui explique cette mise en œuvre du plus simple au plus complexe. Donc, slide suivante, vous avez un exemple des chatbots. Alors, il se trouve que la slide d'après, vous voyez une page web avant d'avoir cliqué, voilà, sur la pastille besoin d'aide en bas à droite de votre écran. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous arrivez à ce qu'il y a la slide précédente, qui est donc l'ouverture de la fenêtre de chat avec un message de bienvenue, un point important qui est une sélection de questions, les principales questions posées par les usagers, de façon à ce qu'ils aient automatiquement l'incitation à cliquer directement sur la question. Et une fois que qu'ils ont choisi leur question, eh bien, ils ont cliqué dessus, vous avez une réponse qui apparaît. Voilà, ça c'était pour le portail d'authentification aux enquêtes entreprises. Voilà, et donc si je poursuis, je vais vous parler du contenu en intelligence artificielle puisque c'est le sujet de la session. Alors, le contenu en intelligence artificielle, il est surtout dans la reconnaissance par le chatbot d'une intention de l'usager. Parce que un chatbot, pour les chatbots dont on dispose, on met dans la base de connaissances de ce chatbot à la fois les questions qui sont susceptibles d'être posées par les usagers, quelques reformulations de ces questions pour l'aider à bien associer toutes les reformulations possibles d'une même question qui va lui être posée. Et on associe dans la base de connaissances également les réponses correspondantes à chaque question qui figure dans la base de connaissances. Donc, lorsqu'un usager va taper une question dans la barre de saisie du chatbot, le moteur d'IA est censé reconnaître, grâce à tout ce qu'on a mis dans la base de connaissances, l'intention de l'usager, grâce aux questions qu'on a mises et grâce aux reformulations. Et lorsqu'il a reconnu une question, il peut répondre la réponse qui est dans la base de connaissances et qui est associée à la question reconnue. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'IA générative. L'IA, elle est seulement dans la reconnaissance d'intention de l'usager. Il n'y a pas de formulation, d'improvisation d'une réponse. La réponse qui est fournie, elle est dans la base de connaissances. Donc, ça n'a pas la puissance des chatbots les plus récents qu'on connaît tous. Après, ça a un côté positif, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination, le terme qu'on donne parfois à l'invention de réponses toutes faites par ce genre de chatbot, du genre ChatGPT. Et donc, on a cette sécurité qui est que tout ce qui est répondu par le chatbot, c'est nous qui l'avons fourni dans la base de connaissances du chatbot. Voilà pour cette slide sur le contenu en intelligence artificielle. Alors, les résultats, alors tout d'abord, je tenais à dire que la très grande majorité des questions qui sont posées au chatbot le sont en sélectionnant une des questions proposées par le chatbot. Donc, par exemple, dans le message d'intro, je vous ai dit que vous pouviez cliquer sur une question directement proposée par le chatbot. On a aussi une question de satisfaction à la fin de chaque réponse du chatbot. Et si l'usager n'est pas satisfait, on lui propose des questions connexes, de sorte qu'il peut cliquer sur ces questions connexes et obtenir la réponse au cas où c'est la vraie question qui se posait, c'était une de ces questions connexes. Et sachant que
Dans le cas des requêtes des usagers via la barre de saisie, donc qui tapent leurs questions au clavier, on a un taux de réponse un taux de compréhension de 75%, ce qui est tout à fait correct. Hein, c'est dans l'ordre d'idée de ce qu'on peut attendre d'un chatbot. Et donc, ce qui fait que dans 95% des cas, ben, la réponse est correctement fournie, donc 85% de questions posées par clic au bouton, plus 75% de taux de compréhension pour les 15% restantes de questions posées au clavier. Donc, on a un taux de compréhension global qui est excellent. Donc ça, c'est très positif. Donc, on répond à beaucoup de questions grâce à ça. Et on a par ailleurs un nombre de conversations avec le chatbot qui est comparable au nombre de mails sirènes qui sont envoyés à INSEE Contact, de l'ordre de 1500 par semaine. Voilà, donc on est satisfait de ce point de vue-là. Et donc, slide suivante, vous aurez un petit peu plus d'informations sur quelque chose qui est important aussi, qui est l'impact sur le nombre de demandes par mail ou par téléphone. Et là, malheureusement, on n'a pas d'effet waouh, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu malheureusement une rupture drastique dans les volumes de questions posées à INSEE Contact. Donc évidemment, c'est un peu dommage, même si on voit bien qu'il répond à des questions. Étonnamment, on n'a pas vu vraiment de baisse drastique. Alors, on n'est pas les seuls à voir ça. On a un autre client de notre prestataire, parce que j'ai oublié de dire qu'on avait un prestataire pour cette chatbot. Un autre client du secteur privé a expérimenté le même résultat, donc pas de rupture, voire même une forte augmentation de contact avec leurs usagers. Et donc l'idée, c'est que en fait, les clients de cette entreprise, en fait, ont découvert un nouveau canal de contact. Et donc, ça a donné davantage de possibilités de contacter cette entreprise. Alors, c'était en l'occurrence plutôt pas forcément un problème pour cette entreprise, parce que justement, ils cherchaient à augmenter les contacts avec leurs clients. C'était une client de restauration rapide très connue, on ne pas le citer. Donc, ils avaient envie de contacter par un nouveau canal et d'augmenter leur capacité à avoir des liens avec leurs usagers. Et nous, c'est pas forcément le cas. On a déjà beaucoup de contacts avec les usagers et on aurait aimé répondre à beaucoup de questions qui se posent sans passer par un conseiller. Alors les autres raisons, au-delà du fait qu'il y a évidemment des raisons sous-jacentes comme le guichet unique aux formalités des entreprises qui continuent on essuie encore les plâtres encore aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de choses à faire atterrir avant d'avoir peut-être une baisse de demande à ce sujet-là. Mais on a peut-être d'autres raisons. Par exemple, les usagers souhaitent-ils vérifier auprès d'un humain si la réponse était correcte? Par exemple, si la réponse n'est pas satisfaisante, dans certains cas, par exemple, l'INSEE n'est pas compétent pour telle question, c'est en fait le guichet unique qui pourra vous apporter les réponses à votre question. Peut-être qu'ils veulent vérifier auprès d'un conseiller de l'INSEE que c'est bien cette réponse-là avant de se tourner vers le guichet unique. Ou est-ce que le fait d'avoir une conversation avec le chatbot suscite encore plus de questions pointues et qui nécessitent d'être résolues par une discussion avec un conseiller. Donc on se pose un certain nombre de questions et on aura peut-être des réponses prochainement parce qu'on a quelques idées en tête. Donc parmi ces idées, c'est tout d'abord de faire du live chat parce qu'avec les chatbots dont on dispose, on peut faire une escalade live chat, c'est-à-dire que lorsqu'un usager demande explicitement de parler à un conseiller, ce qui est le cas dans 5% des conversations qu'on a avec le chatbot, ou par exemple lorsque le chatbot ne comprend pas une question posée par un usager, le chatbot pourra proposer de discuter par live chat avec un conseiller. Donc on va mettre en place une expérimentation pour tester ce nouveau canal de communication, chatbot puis escalade live chat. Et puis on souhaite mettre en place une enquête de satisfaction parce qu'on a déjà une enquête de satisfaction pour nos réponses par email, puisque en signature de chacune de nos réponses par email, on a un lien vers une enquête de satisfaction et on pourra compléter cette enquête par des questions sur le chatbot.
Est-ce que vous avez posé une question à un chatbot? Et si c'est le cas, pourquoi nous avez-vous contacté après votre conversation? Est-ce que le chatbot n'a pas compris? Est-ce que il a bien compris, mais vous vouliez une confirmation, etc. Donc, on devrait mettre ça en place dans les prochaines semaines également. Et au niveau des innovations un petit peu plus technologiques, il s'avère que on va passer un marché, donc ça c'est la slide suivante, on va passer un marché, enfin on va renouveler notre marché. Et donc on devrait avoir probablement des candidatures qui vont proposer de nouvelles prestations, de nouvelles innovations en termes de chatbot. Et donc, ces innovations, ça peut être déjà des callbots. Donc, les callbots, c'est les chatbots, mais par téléphone. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un serveur vocal interactif. C'est-à-dire que quand on nous téléphone, avant d'avoir un conseiller en ligne, il y a, si votre question concerne le répertoire sirène, tapez 1. Si elle concerne les enquêtes, tapez 2, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le serveur vocal interactif. Et le callbot, c'est, au lieu de dire tapez 1, tapez 2, c'est posez-moi votre question. L'usager pose sa question, tout simplement, par, par téléphone, à l'oral, et le callbot, qui a la même intelligence artificielle qu'un chatbot, va reconnaître la question et va pouvoir répondre à l'usager, de la même manière qu'un chatbot peut le faire euh, face à du texte. Et ensuite, en matière de moteur d'IA, donc, on va probablement avoir des solutions d'IA générative, puisque voilà, ChatGPT est passé par là. Cette technologie, elle se diffuse, notamment auprès des prestataires qui offrent des services de chatbot aux entreprises. Donc c'est tous ces prestataires vraiment commencent à bien maîtriser cette technologie-là et peuvent l'offrir aux, à leurs clients, donc nous, hein, en charge de la gestion des usagers. Et donc on s'attend dans les prochaines semaines à recevoir des offres d'IA générative. Et donc en espérant de pouvoir la mettre en place, ou en tout cas la tester, voilà, au cours de l'année 2024. Et je crois que j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Je vais passer peut-être en question. Donc, une première question de Lionel Davin qui nous demande, enfin, il est intéressé pour savoir quelle était la solution technique qui a été retenue et savoir si le sujet était un petit peu adressé aussi en interministériel. Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres services publics, par exemple, sur les projets que vous menez en termes de chatbot? Alors la solution technique, en fait, alors on a un prestataire qui est en l'occurrence Worldline, qui s'appuie lui-même sur un moteur d'IA qui est open source, qui s'appelle Rasa. Mais je pense que, comme pas mal d'entreprises open source, en fait, ils mettent leur technologie en open source, mais ils proposent aussi leurs services aux entreprises pour intégrer ces outils dans leur propre process. Donc voilà, il y a un partenariat, je pense, entre Worldline et Rasa, donc qui est le fabricant de ce moteur d'IA. Et pour ce qui est des échanges interministériels, alors au début de notre projet, on a eu des échanges, oui, notamment à Bercy. Alors, évidemment, je me souviens plus, mais on a un administrateur des données à, à Bercy qui avait monté une réunion. Donc, je pourrais peut-être trouver le nom de cette structure qui avait monté une réunion entre différents utilisateurs de ces technologies, je me souviens. Donc, notamment d'acteurs de Bercy, mais aussi quelques autres, en l'occurrence du ministère de la Défense, parce qu'ils étaient assez en pointe sur ce sujet. Il y a notamment eu donc un laboratoire numérique du ministère de la Défense qui avait fait une fabrique à chatbot, donc qui était en open source qu'on aurait éventuellement pu utiliser aussi. Voilà, c'est aussi une autre solution possible. Donc on avait eu effectivement des échanges, mais c'était ponctuel. Hein, c'est arrivé qu'une fois, mais on pourrait peut-être le relancer. Oui, je vois le Bercy Hub, je crois que c'est ça dans le chat. Je pense que c'est le Bercy Hub. Merci. Et une autre question, en cas de non-réponse, comment est-ce que l'usager est redirigé vers un conseiller ou comment est-ce que la réponse est administrée?
Alors, dans le cas du chat live, Non, je pense dans le cas où le chatbot n'est pas à même de répondre à la question, le robot conversationnel n'est pas à même de répondre à la question, comment est-ce que le flux est redirigé? alors, pour le moment, on est en pur chatbot, donc en cas de mauvaise compréhension, on a des messages personnalisés pour suggérer de reformuler. Et en cas de deuxième ou troisième incompréhension, on renvoie vers un lien vers les formulaires. Et dans le cadre du chat live, on proposera souhaitez-vous une conversation avec un conseiller, oui ou non. Et en cas de oui, eh bien on mettra en contact avec un conseiller. On a eu voilà une première démonstration de comment ça se passe pour un usager et pour un conseiller du lycée, et on pourra tester ça assez rapidement. Très bien, merci. Bon, vous avez des félicitations sur les indicateurs de résultats qui sont jugés impressionnants, donc bravo. Et d'autres questions qui sont les impacts sur les statistiques de fréquentation du site internet. Donc on a parlé tout à l'heure de que ce n'est pas forcément un impact sur le volume d'appels téléphoniques, mais est-ce que sur le site internet vous avez eu des pics liés du coup à la mise en place de cet outil? Alors l'outil, c'est vraiment un outil de réponse aux questions, donc c'est pas, ça n'a pas forcément vocation à avoir un impact sur la fréquentation des sites internet. Si c'était ça la question, il se trouve que, enfin, ça me fait penser à une autre question, mais qui est, en fait, on a mis du temps, par exemple, pour trouver les pages internet sur lesquelles on aurait le plus de conversations avec le chatbot. D'abord, on a commencé par des pages avec de fortes fréquentations, et il se trouve que c'est pas forcément ces pages-là où on a eu le plus de questions posées au chatbot. C'est vraiment dans certaines pages où les usagers avaient des problèmes de compréhension, pas forcément donc très fréquentés, mais où il y a eu un taux d'utilisation du chatbot beaucoup plus élevé. Très bien, merci. Une autre question, c'est de savoir si est-ce que le chatbot parvient à repérer l'usager qui pose la question pour prendre en compte peut-être des demandes préalables ou pas. Alors, bah, si par exemple un usager repose une question le lendemain, on n'a pas le suivi. Par contre, dans le cas du chat live, un conseiller pourra avoir l'historique des échanges de l'usager avec le chatbot pour comprendre avant même l'échange avec l'usager dans quelle situation il se trouve. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a pas mal de réactions. Je cherche les prochaines questions. Alors. Ah oui, alors une question, c'est comment est-ce que vous avez constitué votre base de connaissances pour ce professionnel et combien de temps ça vous a pris de préparer finalement le lancement de ce chatbot, de cette chatbot. Alors, moi, j'étais donc chef de projet pour les chatbots, et j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a déjà beaucoup de bases de connaissances pour ce qui est de la réponse par mail et par téléphone. Donc, on a pu s'appuyer là-dessus. Le travail de constitution de base de connaissances, c'est d'abord repérer les principales questions. On voulait pas trop en mettre parce qu'on pourrait mettre des centaines de questions et de réponses. Mais plus vous mettez de questions et de réponses, plus il y a un risque de confusion du chatbot, plus vous allez mettre de mots-clés et plus le chatbot va se tromper de questions. Donc on a préféré vraiment repérer les questions les plus souvent posées. Euh, donc c'était d'abord ça. Et puis évidemment, quand on répond par mail, les messages sont un peu plus longs et donc il a fallu synthétiser, raccourcir les réponses. Donc bon, ça peut prendre de l'ordre de peut-être un mois ou deux au début, un petit peu plus, un petit peu moins après quand on est un petit peu aguerri. Ce qui fait que bon, on a mis du temps aussi en fait, enfin, pour ce qui est du temps consacré au projet, on a pas mal discuté avec le prestataire pour le premier chatbot pour avoir une interface, un format de chatbox, de fenêtre de chat qui nous correspondait, qui nous plaisait, un style de conversation qui nous semblait suffisamment formel sans être trop rigide. Donc c'est ça qui a pris pas mal de temps. Comment relancer la conversation, par exemple,
quand il y a une réponse, qu'est-ce qu'il faut, quand le chatbot répond, comment il doit relancer, ce qu'il doit dire, quand est-ce qu'il doit dire est-ce que vous êtes satisfait de la réponse, est-ce que vous voulez me poser une autre question. C'est ça qui a pris du temps en fait à paramétrer. Et donc on a mis 5-6 mois pour le premier, et pour les deux autres on a plutôt mis 2 mois et demi, 3 mois, parce que on avait de l'expérience sur la constitution des bases de connaissances et que on avait déjà des chatbots en termes de format, on s'était déjà mis d'accord avec le prestataire. Très clair. Une autre question, c'est de savoir combien de questions est-ce que vous avez repérées sur votre base de connaissances chatbot et qui contribue à la mise à jour de la base en fait de manière au quotidien. Alors des questions, on a évidemment des questions qui sont plus posées que d'autres. Je dirais que sur la trentaine de questions qu'on a sur nos deux premiers chatbots, bon évidemment il y en a 5-6 qui correspondent à une majorité. Je sais pas si la loi de Pareto est vérifiée, mais bon voilà, c'est 20% des questions qui font 80% des échanges. Je pense qu'on doit en être à peu près à ce chiffre-là. Et puis pour ce qui est de la mise à jour de la base, alors on nous avait dit que les 3 premiers mois ce serait difficile. Enfin, il y aurait un gros travail effectivement pour repérer en fait les formulations des internautes, des usagers, parce qu'en fait le taux de compréhension de 75%, il n'est pas arrivé au début. Au début, on était plutôt à 50-60% en fonction, enfin grâce aux reformulations qu'on avait trouvées nous-mêmes en amont. Mais ensuite, en regardant au jour le jour les premiers mois d'utilisation, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des mots-clés qu'on n'avait pas repérés, des formulations qu'on n'avait pas repérées, et en les incorporant progressivement à la base de connaissances, on a pu augmenter ce taux de compréhension en arrivant, maintenant on est stabilisé aux alentours de 75%. Donc on nous avait dit 3 mois, en vrai le premier chatbot on a plutôt mis 6 mois, arrivé à ce taux de 75%, et pour le dernier chatbot, effectivement on a plutôt mis de l'ordre de 3 mois pour améliorer. Donc ça s'appelle la phase d'entraînement du chatbot, c'est-à-dire on regarde, enfin on actualise, on améliore la base de connaissances, surtout côté reformulation des questions posées. Et donc maintenant, effectivement, on est dans une phase de mise à jour et ça prend assez peu de temps. Vraiment, on peut regarder, si on regarde tous les jours, on va se rendre compte que des fois il y a rien à faire et des fois il y a une nouvelle reformulation qu'on n'avait pas repérée qui peut être pertinente à ajouter et on l'ajoute. Et donc ça prend vraiment très peu de temps. Je dis ça pour les deux premiers chatbots pour lesquels il y a peu de conversations. Et donc là, c'est évident que ça prend peu de temps. Le chatbot actuel où il y a 300 conversations par jour, on n'est pas encore tout à fait dans cette phase post-entraînement, donc on consacre un petit peu plus de temps. On n'est pas à un quart d'heure par jour. Je sais pas encore si on sera à un quart d'heure par jour, peut-être. Alors formaliser le processus de mise à jour, euh, disons que comme c'est en fait pour les pour les deux premiers chatbots, pour le moment on se réunit à plusieurs et on fait plutôt des réunions espacées dans le temps parce qu'on a un taux de compréhension qui est correct. Donc on se réunit, on a une petite équipe où on échange. Ça peut être toutes les 2-3 semaines, hein, il suffit de faire ça comme ça. Et on améliore la base de connaissances comme ça. Pour l'autre, là, à ce stade, c'est moi qui regarde ça pour le troisième chatbot Sirène. Je regarde un petit peu tous les jours, mais on est effectivement dans cette phase où on a atteint un taux de compréhension correct, où on n'arrive pas à l'améliorer, ce qui est normal. Hein, il faut aussi accepter que le chatbot n'aille pas au-delà des 75% ou des 80% de taux de compréhension. Parce qu'il y a des questions qui sont posées par les usagers qu'on n'aura pas. Donc il faut aussi l'accepter.
Et vouloir augmenter ce taux de compréhension au-delà de 80%, c'est prendre le risque de le diminuer. Donc voilà, pour répondre à votre question, voilà, on a des réunions régulières à plusieurs, mais voilà, pas très souvent. C'est pas tous les jours, voilà, dans le cadre des chatbots les plus matures. Pardon, des petits soucis de son. Merci beaucoup. Une autre question, c'était peut-être, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais c'était sur le coût d'initialisation d'un chatbot. Quelle enveloppe budgétaire vous aviez prévue pour mettre cet outil en place? Ça dépend des prestataires. J'ai vu qu'il y avait un coût à la mise en place et un coût mensuel de maintenance. Et donc ça dépend des modèles économiques des différents prestataires. De ce que j'ai vu sur le marché, selon leur modèle économique, c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, peut-être 10 000 euros au maximum pour la mise en place d'un chatbot pour la conception, et puis un coût de maintenance de l'ordre de quelques centaines d'euros par mois, éventuellement 1000 euros maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Alors je crois qu'on est à peu près arrivé au bout des premières salves de questions. Ce que je propose, c'est de passer au sujet suivant, puis après peut-être un échange pour revenir éventuellement dessus. Donc je vais accueillir Catherine Dragin, qui travaille au sein de la DITP et qui va nous parler de l'expérimentation qui a été mise en œuvre sur l'intelligence artificielle générative au sein du dispositif Je donne mon avis avec Service Public Plus, qui permet aux usagers de s'exprimer sur la qualité de leur relation avec l'administration. Donc, je vais inviter Catherine à monter sur scène. Ah, le temps que la technique suive. Bonjour Catherine. Catherine. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que ça fonctionne. Ce que que je te proposais, Catherine, c'est peut-être de présenter tout de suite ce que vous avez mis en œuvre. Oui, merci. Merci. Donc, je vais vous présenter l'expérimentation que nous menons donc avec sur la plateforme Service Public Plus, plus précisément avec le dispositif Je donne mon avis. Donc, ça fait 3 mois que nous avons démarré cette expérimentation. Tu peux peut-être passer. Donc, dans le cadre de cette plateforme, notamment de ce service, on met en relation des usagers qui partagent leur expérience, qui résultent des interactions qu'ils ont pu avoir avec les administrations à travers leurs différents points de contact, donc démarches en ligne, accueil physique, canal téléphonique, email, donc tout type de points de contact. Et en contrepartie, les administrations s'engagent à répondre aux usagers dans l'optique également que les réponses formulées par l'administration puissent servir à d'autres usagers qui auraient rencontré les mêmes difficultés. Donc, à travers cette expérimentation, on a vraiment souhaité expérimenter un outil donc, qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence de l'IA générative, qui puisse assister les agents dans la réponse aux usagers, avec un double enjeu. Le premier enjeu, c'était vraiment de pouvoir vérifier si cet outil était en capacité d'aider les agents à répondre. Et le deuxième enjeu, c'était de vérifier si cet outil pouvait agir sur les délais et la qualité de réponse. Donc, on s'est appuyé sur un réseau de 13 services publics volontaires, sur une quarantaine de services publics qui sont enrôlés dans le programme Service Public Plus, parmi lesquels on retrouve la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Agence nationale des titres sécurisés, les CARSAT, les préfectures, voilà, un certain nombre de services qui participent à cette expérimentation. Donc, cela représente à peu près 1000 agents potentiels sur 5000 agents qui sont enrôlés dans le programme. Donc, quand on arrive sur l'interface connectée, on a deux parties. Donc, à gauche, on retrouve le descriptif
qui est issu de l'expérience partagée par l'usager avec un système de notation. Donc, on voit ici que l'expérience est négative. Et à droite, on a le cadre de réponse qui permet donc à l'agent de formuler sa réponse à l'usager. Et tout en haut à droite, on a un bouton vert donc qui permet de pouvoir activer la réponse générée par l'IA. Quand l'usager arrive, quand l'agent arrive sur cette interface, le cadre de réponse est vide. Donc, on allait souhaiter lui laisser la possibilité de recourir ou pas à cette IA. Donc, une fois qu'il a activé ce bouton, donc la réponse est directement insérée dans ce cadre. Il a la possibilité de pouvoir modifier la réponse, d'apporter quelques corrections à la réponse ou de l'accepter telle qu'elle. Donc, on voit par exemple dans cette réponse qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se retrouvent dans le descriptif de l'usager qui sont repris. Donc, on voit bien que là, on a une réponse qui est personnalisée, donc avec la possibilité après pour l'agent de rajouter des informations que l'IA n'est pas forcément en mesure de connaître, telles que un formulaire donc en ligne, un numéro de téléphone, voilà, ce type de choses. C'est vrai qu'on est en train de faire en sorte d'entraîner le modèle pour que les réponses soient le plus personnalisées et précises en fonction du contexte. Mais à ce stade, voilà, c'est vraiment une première aide à la réponse. Une fois que cette réponse a été validée, donc l'agent a la possibilité, donc on lui demande, c'est pas une possibilité, on lui demande d'indiquer si la réponse formulée par l'IA lui a semblé utile ou pas utile. Et donc ensuite, il valide sa réponse et elle est postée ensuite sur la plateforme. J'ai oublié de dire quand même une chose importante, c'est que avant que les expériences soient publiées, on supprime toutes les données à caractère personnel. Donc, il n'y a aucune donnée à caractère personnel qui passe par cet outil. Donc ça, c'était un point important et ce qui fait aussi que le dispositif Je donne mon avis est un bon cas d'usage aussi pour ce type d'expérimentation. C'est qu'il n'y a absolument aucune donnée à caractère personnel puisque notre objectif, c'est d'avoir des expériences, c'est pas forcément des cas sur des dossiers des dossiers en fait de l'usager. On est vraiment sur des expériences et donc avec des éléments qui sont le moins personnel possible. Donc à ce stade, on a 3 mois de recul, donc ça ne permet pas d'avoir un bilan quand même vraiment, je dirais, définitif, mais ça permet d'avoir des tendances importantes. Donc on a sur un certain nombre d'indicateurs objectifs qui nous ont permis de pouvoir constater des écarts ou des bénéfices en fait de cet outil avant et après son utilisation. Donc le premier bénéfice qu'on a pu observer, notamment en observant les résultats de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui est le service le plus mobilisé sur cette expérimentation. On voit qu'il y a eu une division par 6 du délai de réponse. Donc, ils sont passés de 19 jours de temps de réponse à l'usager à 3. Et on mesure aussi que ça leur a permis aussi de réduire drastiquement le stock de réponses qui était sur la plateforme. Le deuxième bénéfice, c'est la pertinence des apports au niveau de la qualité de réponse. Ça, on a pu le mesurer donc par le retour à la fois des agents. Donc, il y a 60%, dans 60% des cas, les agents qui ont estimé que la réponse formulée par l'IA est positive et utile, pardon. Et sachant que à ce stade, il y a eu 1500 réponses qui se sont appuyées sur cette IA. Le deuxième retour là qu'on a eu, c'était des retours, je dirais plus qualitatifs, qui ont été formulés directement par les agents. Ça leur a permis d'améliorer la qualité de la réponse. On voit les verbatims qui nous ont adressés. Donc, ils ont été agréablement surpris par l'exactitude des réponses qui ont été formulées par l'IA. Ça leur a permis aussi de renouveler la formulation, parce que c'est vrai que quand on répond sur ce type de plateforme, on peut être amené à souvent utiliser les mêmes types de vocabulaire. Donc, c'est vrai que ça aide aussi à renouveler son vocabulaire. Et le deuxième point, c'est que ça leur a facilité le travail. Ça leur a facilité le travail avec un gain de temps assez important. Et donc, ça a facilité bien sûr la gestion au quotidien. Et globalement, on a eu très peu
de freins à l'utilisation par les agents qui ont été vraiment qui ont très bien accueilli cette fonctionnalité puisqu'ils ont vu un bénéfice au niveau notamment du gain de temps au quotidien. Merci beaucoup, Catherine, pour ces échanges. Alors, je ne sais pas si ça a suscité des questions. Là, c'est le moment. Ou si vous voulez revenir, ou peut-être, je ne sais pas si Vincent veut réagir en parallèle également. Donc là, je vois une première question pour l'instant, c'est de savoir si l'outil permet directement à l'agent de dire si la réponse proposée est pertinente ou non dans une logique d'apprentissage en continu de l'IA. Tout à fait, en fait, c'est l'objectif, c'est de vraiment pouvoir vérifier, parce que ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est qu'on calcule aussi un taux de similarité entre la réponse générée par l'IA et la réponse validée par l'agent. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez 60% de taux de similarité, ça veut dire qu'il y a une partie de 40%, on va dire, du texte de la réponse qui a été modifiée par l'agent. Et ça permet aussi de vérifier la pertinence de ce qui est proposé. Et l'idée, c'est à terme, sur la base de ce qui a été validé par l'agent, de pouvoir entraîner le modèle pour avoir une réponse la plus adéquate et personnalisée possible et faire en sorte qu'il y ait le moins de modifications apportées aux réponses. Merci beaucoup. Je voir si on peut avoir si je peux transmettre le support. Je pense qu'il n'y a pas de problème, sauf si Vincent me dit qu'il y a des données très confidentielles qu'il ne peut pas partager, mais je pense qu'on pourra partager le support. Pas de problème. Voilà, très bien. Une autre question, savoir si l'IA va chercher ses réponses dans une base de connaissances et si elle existait auparavant ou non, en tout cas en ce qui concerne l'expérimentation de l'ITP. La première base de connaissances, c'est d'abord toutes les réponses formulées par les agents préalables. Et on a aussi enrichi donc avec un certain nombre de guides à la réponse qui ont été notamment rédigés par l'expérience usagée. Et on l'a aussi enrichi de toute la base de connaissances qui a été mise à disposition par les servicespublics.fr avec toutes les fiches pratiques, ce qui a permis vraiment d'avoir quelque chose de complet qui s'appuie pas uniquement sur des réponses qui sont déjà préexistantes puisque l'objectif aussi c'est d'améliorer la qualité des réponses, mais on l'a enrichi un certain nombre de bases de connaissances type guide et sources mises à disposition par la DIVA. Très bien. Une autre question de savoir si l'IA générative, la solution est basée sur quelle IA générative On s'appuie sur la solution Claude d'Anthropic. Donc c'est une start-up en fait française qui s'est appuyée sur cette solution et qui a mis à disposition cet outil dans le cadre de cette expérimentation. Merci Catherine. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Les gens sont en train de taper sur leur clavier. Peut-être en attendant, est-ce que Vincent, vous auriez un retour à faire sur cette IA générative? Est-ce que ça vous inspire, vous, dans l'évolution qui est prévue de vos projets? Oui, c'est effectivement c'est l'avenir. Je pense qu'on aura aussi, comme je le disais, des offres de ce style pour offrir des réponses plus personnalisées. La question que je me posais, c'est est-ce que il y a eu des réponses vraiment absurdes de la part de cette IA générative, puisque c'est un risque qu'on voit et qui peut freiner la mise en œuvre de ce genre de solution. Alors c'est vrai que nous, la base de départ, c'était vraiment la base, c'était les réponses formulées par les agents. Donc c'est vrai que le périmètre, le champ est quand même déjà bien balisé. Donc on peut pas dire qu'on ait eu des réponses absurdes. Après, il y a plus des réponses qui étaient peut-être qu'il fallait retravailler quand on a des cas vraiment très complexes en fait, parce que c'est vrai que quand on a des expériences un peu plus standards, l'IA répond très bien, mais peut-être quand on va dans beaucoup de détails avec un usager qui a eu beaucoup d'interlocuteurs, là c'est vrai que ça nécessite peut-être des reformulations, un travail beaucoup plus approfondi au niveau de la réponse. Mais on n'a pas eu à ce stade de réponse absurde. Bien, merci beaucoup. D'autres questions? Savoir si vous pouvez communiquer la start-up française avec laquelle on travaille. Et c'est ça, HelloBrain. HelloBrain, voilà.
Et d'autres questions, qui savoir aussi comment est-ce que, je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu, mais comment sont traitées les redondances, le langage verbeux dans les messages ou les hallucinations de l'IA. Donc je pense que Catherine, tu as déjà plus ou moins répondu effectivement dans le sens où on voit aussi le taux de reformulation par l'agent et puis le signalement aussi des réponses qui sont hallucinatoires. Tout à fait. Donc nous, on a un taux on a un taux de similarité, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais de 60% sur les réponses qui sont validées. Donc c'est vrai que quand il y a eu par exemple il est possible qu'en effet que l'IA soit parfois verbeuse. Et donc ça, c'est des choses qu'on a corrigées au fur et à mesure avec les retours des agents. Voilà, on a la chance d'avoir une startup qui est assez réactive. Donc c'est vrai que dès le départ, dès le début de l'expérimentation, et qu'on a eu ces retours de ces agents, on a très rapidement corrigé ces aspects-là avec la startup. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que les taux sont quand même assez importants et assez encourageants. Très bien. Une autre question, c'est de savoir aussi quel budget est associé à ce projet, en tout cas dans la phase d'expérimentation. Est-ce qu'on peut communiquer une enveloppe globale? Pas forcément ce type d'information. Ah, d'accord. Très bien. Passer à la question suivante. Donc, comment les agents ont-ils reçu cet outil? Je pense qu'on y a répondu. On utilisait très favorablement, Catherine, et que vous avez eu très peu de résistance finalement à l'utilisation de cet outil. Participe sur un système volontariat. Donc avec vraiment des réseaux, tous les réseaux participants. On a 13 réseaux sur 40 qui participent. Donc les principaux réseaux, je dirais, qui sont en contact avec les usagers. Et avec beaucoup, enfin, on a quand même pas mal eu de temps d'échange avec les agents pour leur expliquer la fonctionnalité, les rassurer. Donc c'est vrai que là-dessus, toute la démarche qu'on a menée avec de co-construction, je dirais, avec les agents a fonctionné et on a un taux d'utilisation quand même assez intéressant. Très bien. Une question de savoir si cette technologie est réplicable sur d'autres sujets, potentiellement plus techniques. Je pense que quel que soit la nature du sujet, c'est une technologie qui peut être dupliquée. Enfin, tu me corriges, Catherine, si je dis des bêtises, mais il me semble que la nature même de l'information n'est pas forcément un frein. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on entraîner le modèle, de toute façon, quel que soit le contexte, il faut l'entraîner avec une base de connaissances. Là, c'est une base de connaissances qui nous est propre, ce qui permet d'avoir des réponses quand même qui sont adéquates par rapport au contexte. Et je pense que voilà, c'est tout à fait réplicable sur d'autres contextes, à condition bien sûr d'avoir tout ce travail d'entraînement du modèle au préalable. Très bien. Savoir aussi si les usagers évaluent la réponse apportée par l'agent. Très intéressant. Justement, on avait déjà cet indicateur-là, ce qui nous a permis de voir aussi l'avant et après, mais c'est surtout pendant l'expérimentation. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on a un taux de 67% de vote qui est utile en fait par rapport à la réponse, contre 57% de vote utile sur des réponses qui ne sont pas formulées avec l'assistance de l'IA. Donc, c'est vraiment très positif dans le sens où je pense que l'IA permet vraiment à l'agent de se concentrer sur sa valeur ajoutée, puisqu'il y a déjà une base de travail, et ce qui lui permet de personnaliser davantage qu'il ne pouvait le faire auparavant. Voilà, tout en ayant un gain de temps important sur la réponse aux usagers. Très bien. Des questions qui arrivent au fur et à mesure. C'est une remarque aussi sur le fait que l'accompagnement qui a été fait auprès des agents a sans doute aussi facilité l'appropriation. Et peut-être que du coup, un point de retour, c'est peut-être aussi effectivement y aller par étapes et pas dupliquer de manière massive dès le début, mais plutôt capitaliser sur ce qu'on appelle des quick wins ou des petites victoires. Tout à fait. Je valide. Voilà. Un risque quand même qui est identifié là par Ulysse, qui demande si par lassitude l'agent ne serait pas tenté parfois de valider les réponses proposées sans vraiment se concentrer sur la réponse proposée. Alors, mais c'est vrai qu'on n'a quasiment pas de 90%, 99% de taux de similarité. C'est vraiment on est sur une moyenne de 60%, donc c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on constate. Donc les agents prennent bien le temps. Tout à fait. Gain de temps et comme une aide à la production et pas comme un remplacement finalement de leur action. Comme une substitution.
Très bien, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, oui, alors il y a une question, savoir aussi si il y a des travaux qui sont opérés avec la DINUM. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu, Catherine, aussi, sur la manière dont on travaille ensemble sur cet enjeu? C'est vrai que la DINUM a un autre travail sur un dispositif plus large que d'autres cas d'usage. On est un cas d'usage pour la DINUM qui est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Albert, donc avec une expérimentation en cours, notamment au niveau des France Services. Donc je pense que je ne peux pas parler au nom de la DINUM, mais surtout je ne connais pas tous les cas d'usage sur lesquels ils sont en train de travailler. En tout cas, je sais qu'il y a 2 cas d'usage dont nous on fait partie, sur lesquels ils travaillent. Donc j'imagine que l'objectif c'est à terme de pouvoir dupliquer aussi ce type d'expérimentation sur d'autres cas d'usage. Voilà, je ne vois plus trop d'autres questions à date. On approche de l'heure de fin. Ah, si, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Je vais en prendre encore une ou deux. Ah non, c'est juste pour un remerciement. Oui, Albert, effectivement, c'est le nom de leur intelligence artificielle. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions qui se manifestent, c'est peut-être le temps de conclure cet échange. Un grand merci à Vincent et Catherine d'avoir pris le temps de nous présenter ces projets. Et puis à vous tous pour vos questions qui sont toujours très intéressantes et qui permettent aussi d'essaimer ce type de projet dans différents services publics et de faire marcher le partage d'expériences. Merci à tous. Pour l'information, il n'y aura pas de jeu d'expérience usagée en décembre parce qu'on tombe en plein dans les fêtes de fin d'année et je pense qu'on aura tous d'autres choses d'autres choses plus réjouissantes aussi peut-être à faire le 24 décembre que de consulter un jeu d'expérience usagée. On se retrouve donc en janvier pour un prochain numéro. Encore merci et excellente journée à tous. Merci, au revoir.